On parle économie aujourd'hui avec Florent Lima-Chabert. Vous êtes le fondateur de Samaré et compagnie, un cercle de réflexion afin de vulgariser la pensée économique. On peut dire qu'il y a du boulot, cher Florent, là-dessus. C'est sans doute dans ce domaine que la France, et sans doute que les Français sont le plus en retard, notamment dans la question de la réflexion. Vous êtes économiste, major de l'école des hautes études. Vous publiez régulièrement vos travaux dans différents livres, dans des publications, et vous êtes également directeur de mémoire à l'EDEC. Alors on sait, et vous savez de quoi vous parlez. On a le sentiment que la France est un train qui roule à très grande vitesse, que le mur se rapproche de plus en plus, ce mur de la dette, avec ces avertissements qui ont été lancés, la Commission européenne qui se montre très ferme, et que finalement on continue de jouer dans le train, les passagers sont encore inconscients alors que le mur est si près. Est-ce que c'est pas la photographie que vous avez de notre pays aujourd'hui ? Bonjour à tous. Si, c'est une belle métaphore. On pourrait aussi reprendre celle du Titanic et de l'orchestre qui continue à accorder ses violons alors effectivement que le naufrage a commencé. Effectivement, le problème, pour le résumer très simplement, c'est celui de la trappe à dette. La trappe à dette, c'est quand on s'endette à un taux qui est durablement supérieur au taux de croissance qu'on arrive à dégager chaque année. Donc là, depuis que la Banque centrale européenne a remonté les taux, donc entre juin 2022 et juin 2024, puisqu'elle elle a commencé à les rebaisser depuis, on est en moyenne sur la maturité de la dette, on est à un peu plus de 3%. Sur le 10 ans français, comme on dit, sur un emprunt d'État à 10 ans. Et évidemment, je ne vais apprendre à personne que nous n'avons pas 3% de croissance du tout. On a péniblement 0,8, 0,9 et encore avec des artifices qu'à la fois l'INSEE et Bercy, dont l'INSEE et Bercy ont le secret. Donc on voit que durablement, si on s'endette à 3% et qu'on n'a même pas 1% de croissance, eh bien on est exactement dans ce que j'appelle, dans ce que les économistes appellent la trappe à dette. Et malheureusement, l'histoire économique est remplie de pays qui ont sauté pour moins que ça. Alors concrètement, que peut-il se passer dans notre vie quotidienne ? Parce que c'est là aussi où le degré de perception et de prévision est le plus faible. On entend cela, je sais que 70%, 80% des gens qui nous écoutent en ce moment vont hocher les épaules en disant « oui, mais ça c'est une affaire de grands financiers qui vont régler ça entre eux, cela ne nous concerne pas ». Que dites-vous à ceux qui pensent cela ? Eh bien, je dis qu'il ferait mieux, et nous-mêmes aussi, de méditer ce qui est arrivé aux Chypriotes, ce qui est arrivé aux Libanais, ce qui est arrivé aux Grecs en 2011. Ce qu'on appelle le scénario à la grecque, c'est lorsque, de façon non volontaire, eh bien, un pays se retrouve, on lui impose, je vais dire qui se cache derrière ce nom, parce que ça peut être plusieurs entités différentes, mais on lui impose ce qu'il n'a pas voulu faire ou ce que pour la Grèce notamment, ce que ses engagements européens la contraignaient normalement à faire. À partir du moment où on est dans l'Union européenne, que ça nous plaise ou non, on pourra parler du Frexit s'il le faut, mais on doit avoir une dette publique qui ne dépasse pas 60% du PIB. On doit avoir un déficit public qui ne dépasse pas 3% du PIB. Bon. La Grèce que j'évoquais tout à l'heure ou la France aujourd'hui explose complètement ses compteurs, et c'est pour ça, vous l'avez dit vous-même, que la Commission européenne, au cours de cet été, nous a placés dans une procédure pour déficit excessif qui, au bout du chemin, va nous coûter, alors que nous sommes évidemment dans le rouge à tous les niveaux, va nous coûter entre 2 et 3 milliards d'euros. Alors c'est une paille, 2 et 3 milliards d'euros quand on a 3 000 milliards d'euros de dette. Mais enfin, le signal envoyé aux marchés financiers, qui pour l'instant continue de nous faire confiance et de prêter à l'État français, n'est quand même pas très bon. Donc qu'est-ce qu'il est arrivé à la grecque ? Des mesures terribles, imposées par ce qu'on a appelé la Troïka à l'époque. C'était à la fois la Banque centrale européenne, le FMI, la Commission, bref, des acteurs qui sont là pour saigner, pour faire le coup de tronçonneuse que Javier Milei fait de lui-même, parce que c'est un politique, mais ce ne sont pas des institutions extérieures qui le lui imposent. Les Argentins ont librement voté pour Javier Milei. Il faut souhaiter qu'en France, on puisse voter librement pour quelqu'un qui voudra tailler dans les dépenses publiques, mais on cherche encore cet homme politique. Donc, qu'est-ce qu'il est arrivé aux Grecs ? Il est arrivé qu'on a rogné les
salaires des fonctionnaires, les pensions des fonctionnaires de l'ordre de 30%. On a imposé un certain nombre de mesures d'économie pour faire rentrer la Grèce, qui en plus, on s'en souvient, avait maquillé ses comptes pour rentrer dans la zone euro, pour la faire rentrer dans ces critères qu'après tout, on est libre de ne pas respecter, mais à ce moment-là, on ne rentre pas dans la zone euro. Ouais, mais alors j'ai déjà testé cet argument, comme on dit, dans des dîners en ville, y compris auprès de gens plutôt cultivés, de CSP+. Ouais. Et on a chaque fois le même argument un peu méprisant à l'égard de ces pays. Oui, mais c'est la Grèce, c'est le Liban, c'est Chypre. Mon brave monsieur, vous n'y pensez pas, nous sommes la France. Mais justement, nous sommes la France. Une sorte de prétention, très française. C'est vrai. Une exception française, à nouveau, dans ce domaine-là. Sauf que la France, c'est un beaucoup plus gros morceau à faire avaler à l'Allemagne que la dette de la Grèce. On se souvient qu'Angela Merkel voulait qu'on lâche Athènes et que et François Hollande avait plaidé auprès d'Angela Merkel pour que la Grèce restât dans la zone euro. Pour la France, il va en aller fondamentalement autrement, parce que 3200 milliards d'euros de dette publique à la fin de l'année 2024, ça ne peut pas être digéré par l'épargnant allemand. Donc, on est nécessairement sur un scénario encore plus grave, j'ai envie de dire, qui peut conduire directement à une explosion ou une implosion de la zone euro et donc de fait de l'Union européenne, puisque la France est un membre fondateur. Puis j'ajoute aussi comme second argument que si ce n'est pas la Troïka qui nous impose ces mesures, les marchés financiers vont s'en charger. Ils s'en étaient aussi chargés à l'époque pour la Grèce. Alors pour l'instant, effectivement, je suis ça de très près. À chaque fois qu'il y a une émission de bons du Trésor ou d'OAT, comme on dit, d'obligations long terme de la France, pour l'instant, tout se passe bien. C'est-à-dire que ça se bouscule au portillon et les montants adjugés sont toujours plus faibles que la demande. Bon, très bien. Mais il en serait allé totalement autrement si un gouvernement le nouveau Front populaire avait été sorti majoritaire, et probablement pareil pour le Rassemblement national. Et donc les marchés surveillent, les marchés regardent. Il ne faut pas croire que nous ne sommes plus dans les années 60 où la France ne bouclait pas son budget. D'abord, elle n'avait pas de problème pour boucler son budget. Elle votait des budgets à type, mais quand il y avait un petit manque, eh bien, on faisait ça en interne. C'était pas mieux, mais en tout cas, on n'allait pas sur les marchés financiers. Là, à partir du moment où plus de la moitié de notre dette est émise et détenue par des investisseurs étrangers, eh bien les moyens de pression des détenteurs étrangers de la dette, dont le secret est bien gardé, peuvent tout à fait siffler la fin de la récréation. On en a d'ailleurs déjà vu quelques prémices, alors pas au niveau français, mais au niveau de la zone européenne. On a vu que l'Arabie Saoudite menaçait de vendre massivement les titres de dette de pays européens, dont la France, qu'elle détenait, si l'Union européenne faisait n'importe quoi avec les avoirs russes gelés. On a vu aussi dans le cadre de l'arrestation du fondateur de Telegram Durov que les Émirats Arabes Unis, gelaient instantanément une commande de 80 Rafales, je crois. Voilà. Donc on voit que les moyens de pression vis-à-vis d'un État aussi endetté que la France et endetté vis-à-vis de contreparties étrangères, c'est quand même un sujet tout à fait sérieux. Alors, l'autre argument que l'on entend aussi, là je vous ai donné des arguments, ces gens qui regardent un peu avec mépris en disant mon bon monsieur, ça arrivera jamais en France, mais après dans d'autres couches sociales, l'autre argument c'est il y a encore de l'argent chez les riches, il y a les super profits et on vous sort des chiffres et des milliards qui partent, etc. Et il faut les confisquer et puis à partir de là on peut trouver une solution à notre dette. Oui, alors effectivement, on peut s'asseoir comme au bon vieux temps de l'URSS sur le droit de propriété, de façon hard ou de façon soft. Et en réalité, on est déjà dans une menace contre nos droits de propriété de façon soft. Je prends un exemple qui va parler à tout le monde. Si vous êtes propriétaire d'un bien qui a le malheur d'être mal noté dans son DPE, dans son diagnostic énergétique, noté par exemple G, dès le 1er janvier, donc dans 4 mois maintenant, dès le 1er janvier 2025, vous ne pourrez plus louer ce bien. Mais le droit de louer un bien dont vous êtes le propriétaire
c'est un des 3 piliers qui fait que vous êtes pleinement propriétaire de ce bien. Donc on commence à rogner le droit de propriété et effectivement, si on commence à s'asseoir sur un des piliers de ce qui fonde notre démocratie et notre démocratie libérale, ou pour le dire un peu plus simplement notre état de droit, eh bien on est dans ce que j'ai appelé déjà depuis 2020 et depuis le Covid une soviétisation rampante de notre économie. Mais nous y sommes. Je rappelle quand même que l'actuel président de la République, c'est l'ancien ministre de l'économie de François Hollande. Il ne vient pas de nulle part. Et puis après, une fois qu'on a l'interdiction de louer pour des biens G, par exemple, vous allez avoir des voix qui vont s'élever en disant il y a beaucoup trop de gens propriétaires de petits biens G qui polluent la planète, donc on va les surtaxer peut-être pour les forcer à vendre ou les forcer à faire des travaux. Et s'ils n'ont pas les moyens de faire des travaux, qu'ils vendent. Ça peut être aussi le raisonnement logique. Tout à fait. Le droit de propriété est petit à petit rogné. On avait même vu des propositions émerger, propositions de loi, où on voulait distinguer, comme cela se fait au Royaume-Uni, on voulait distinguer la propriété du foncier de la propriété du foncier non bâti, de la terre. C'est déjà le cas pour des nouveaux logements qui sont parfois mis en vente. Oui. Tout à fait, avec une espèce de démembrement entre le bâti et le non bâti. Effectivement, c'est une dérive sur laquelle il faut au moins être conscient de ce qu'elle induit comme modèle de société derrière. Pour une maison, c'est vrai, mais c'est déjà le cas. Et pour des maisons, on nous dit pour favoriser les jeunes accédants. Dans ces cas-là, autant acheter une belle caravane et louer un terrain dans un camping. Au moins, les choses sont un peu plus claires. Et puis la caravane, on peut la déplacer, alors que la maison, là, on la déplacera pas. Voilà. Et on voit bien combien ça fait écho à, vous savez, cette affiche dont on a beaucoup parlé du Forum économique de Davos. Vous ne posséderez plus rien, mais vous serez quand même heureux. Donc, effectivement, on voit bien que cette idée de petit à petit nous déposséder de tout ce dont on souhaite encore être propriétaire. Je ne sais pas si ça nous rend plus heureux, mais en tout cas, c'est le programme rampant et très transparent. Hein, on n'invente rien du World Economic Forum. Alors justement, c'est là aussi où peut-être les médias ont une part de responsabilité, l'information d'une manière générale. On n'en parle pas et c'est réservé finalement à une élite qui s'informe via des médias souvent parallèles qui disent les choses. Mais comme ce sont des médias parallèles, ils ne sont pas crus. Et c'est aussi le problème. Les gens disent oui, c'est vrai, c'est intéressant quand on vous écoute, quand on lit d'autres médias, voilà. Ils disent c'est intéressant ce qui a été dit, c'est inquiétant. Mais dès lors que les gens reviennent sur des médias plus mainstream, reviennent sur BFM ou sur TF1, ils ont l'impression que c'était un peu un conte qu'on leur a raconté, une histoire pour leur faire peur. Donc c'est pas pris très au sérieux. Bien sûr. Voilà, même le chien n'est pas content, vous voyez, il revendique son droit de propriété. Voilà, c'est ça. Tout à fait. En fait, on se retrouve face à un biais de confirmation bien connu, c'est-à-dire que ce qui va dans le sens de ce que les gens croient déjà, eh bien, est écouté, plébiscité, etc. Alors effectivement, pour les plus audacieux, de temps en temps, on va sur le Courrier des stratèges, on va écouter François, on va écouter, et puis on se rend compte qu'il y a un écho dissonant, mais effectivement, pour un certain nombre d'autres, ce pas de côté n'est même pas fait. Je crois quand même que depuis le Covid, et on en avait parlé dans nos précédents entretiens du mois de mars, il y a quand même une lente maturation qui se fait, une lente prise de conscience, un lent éveil ou réveil qui prend son temps, mais on est quand même sur des changements d'époque qui prennent beaucoup de temps et qui sont lourds de conséquences, y compris psychologiques pour tous. Et je crois que voilà, cette maturation est quand même en cours. Mais effectivement, il faut voilà, c'est soit on veut se garder la tête sous l'eau et à ce moment-là faire l'autruche, et à ce moment-là il y a de très bons entre guillemets médias de grand chemin qui font ça très bien, mais si on veut véritablement se former, eh bien c'est un travail qui prend plusieurs heures chaque jour et il vaut mieux se tourner, faire son marché, hein, j'ai pas la prétention de vers des produits frais, vers des produits frais, exactement, et de qualité, tout à fait.
Florent Lima-Chabert est mon invité ce matin. Vous êtes économiste et vous avez également créé l'Institut Saint-Marie et compagnie, un cercle de réflexion. Ce qui est intéressant aussi dans la réaction des Émirats Arabes Unis, c'était l'atteinte au droit de propriété. C'était pas simplement la mauvaise gestion, c'était aussi le droit de propriété. C'est un sujet qui remonte de plus en plus à l'international quand on parle de la France ou de l'Europe d'une manière générale, et auquel on a l'impression qu'on est aussi insensible. Ça passe comme une lettre à la poste. Le droit de propriété qui est grignoté très lentement. Oui. Dans ce droit de propriété, il y a les libertés individuelles. Le droit de propriété, c'est le droit de s'informer, c'est le droit de faire ce que l'on veut de son bien tant qu'on ne nuit pas à l'autre. Voilà, il y a plusieurs choses dans ce droit de propriété. Il est très large. Je l'entends au sens très large. Oui. Oui, effectivement, on l'évoquait tout à l'heure. C'est classiquement, c'est le droit de l'user dans la limite de la loi, ce qu'on appelle l'usus. C'est le fructus auquel on s'attaque, c'est la possibilité d'en retirer du fruit, par exemple de louer. On en parlait tout à l'heure avec les DPE notamment. Et puis c'est aussi le droit de l'aliéner, de s'en séparer et de le revendre. Si on est contraint et forcé de le revendre parce que telle ou telle loi nous empêche, par exemple, on en parlait de le louer, on n'a plus un droit de propriété plein et entier. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est au cœur de ce qu'on appelle le libéralisme, qui est devenu un gros mot, mais c'est au cœur de ces droits naturels qui ont été si importants pour le monde occidental. Ah, justement, ce respect des droits naturels, est-ce ce qui distingue l'Europe d'une grande partie maintenant du reste de la planète? Et ce qui entraîne autant aussi de conflits. Oui, assurément. Pour le reste de la planète, ça je vais le dire aux auditeurs, l'Europe n'est pas dans le camp du droit naturel, du respect du droit naturel. C'est vrai, on est en train de perdre cette réputation-là. On peut prendre l'exemple de la Chine. La Chine, ce qui prime, alors qui est un modèle extrêmement particulier, qui mélange savamment le communisme, l'étatisme le plus forcené, le crédit social le plus à la fois vicieux et complet qu'on puisse imaginer. Et puis on a ce confucianisme finalement, cet accent qui est mis fortement sur l'harmonie. Ce qu'on appelle cette expression tarte à la crème en France de vivre ensemble, qui veut pas dire grand-chose, et qui trahit que plus on en parle, moins il existe et moins on le vit. Mais ce confucianisme, par exemple, remplace quand même en grande partie dans le monde asiatique et en particulier en Chine, remplace effectivement l'individualisme qui reste très présent en France et en Europe, sauf qu'il y a le bon individualisme. Et puis il y a le mauvais individualisme, et effectivement, je pense que ce qui prenne le dessus depuis pas mal d'années maintenant, plusieurs décennies en Europe et en France en particulier, en tout cas dans le projet européen, dans l'Union européenne telle qu'elle évolue, c'est ce mauvais individualisme qui ne respecte même plus. On l'a vu avec les passes d'armes entre Elon Musk et Thierry Breton, qui ne respectent plus la liberté d'expression, qui ne respectent plus, on en a longuement parlé, le droit de propriété, et on pourrait comme ça lister tous les droits fondamentaux, toutes les libertés fondamentales qui devraient être protégées, qui sont d'ailleurs garanties par nos constitutions, mais sur lesquelles on s'assoit gentiment. On pourrait rajouter aussi la liberté d'instruction avec des attaques menées contre l'instruction en famille, par exemple. Alors justement, est-ce que finalement la pilule est plus facile à faire avaler, telle une expérience scientifique, quand ça arrive progressivement? On fait bouillir l'eau, c'est de plus en plus chaud, puis un jour on est étouffé. Alors qu'au moment de la révolution russe, par exemple, quand les communistes ont pris le pouvoir, tout s'est fait, j'allais dire, du jour au lendemain. Donc ils ont eu très mal en quelques heures, donc ils ont pu vraiment se rendre compte du malheur qui s'abattait sur eux. Alors que chez nous, le malheur, il s'abat pas, il est progressif, sur tous les points que vous évoquez. Tout à fait. C'est la technique du curiaçage, c'est la technique du nudge, théorisée par le prix Nobel tout à l'heure. C'est cette idée du coup de pouce. On vient influencer, vous inciter
dans le cadre de politique publique, c'est ça qui est nouveau. Dans le cadre du privé, ça s'appelle la publicité, c'est bien connu, mais dans le cadre du public, effectivement, on utilise de politique publique, on utilise ces mêmes méthodes pour vous inciter à prendre une décision que vous n'auriez peut-être pas prise spontanément. Et c'est vrai qu'on a changé de complètement de monde et de méthode, et on est maintenant dans l'influence, dans le nudge, dans ce que j'ai appelé on salamise le risque, y compris la gestion du risque économique qu'on évoquait en début de cet entretien. On le découpe en tranches parce que évidemment d'un seul bloc, que ça soit la dette, le déficit, tout ça n'est pas absorbable. Donc on paupérise lentement, on paupérise progressivement. L'inflation a été une aubaine pour paupériser les Français. La hausse des différents droits d'assises, de taxes sur l'électricité et le gaz est une aubaine aussi pour faire passer cette pilule du risque, parce qu'en réalité c'est pas l'électricité ou le gaz qui augmente, ce sont de nouvelles ressources fiscales, mais voilà qui est noyée dans la tête des gens dans une hausse banale de factures banales. Pas par le montant qu'elle induit, mais par le fait même que c'est une facture qui augmente, c'est pas un nouvel impôt. Donc effectivement, et puis on avait parlé aussi au mois de mars, et les choses sont allées dans le sens que j'évoquais, le fait de déplacer un certain nombre de risques vers l'assurance vie, vers le plan d'épargne retraite. On avait parlé de la loi industrie verte, ça y est, in extremis, à la fin des élections législatives, le 7 juillet, les décrets sont parus, et effectivement, maintenant, si on n'y prend pas garde, et je le dis à nos auditeurs et à nos lecteurs, si vous avez une assurance vie en gestion pilotée, équilibrée ou dynamique, vous aurez, que ça vous plaise ou non, entre 4 et 15%, ça dépend de différents critères, entre 4 et 15% d'actifs non cotés, potentiellement toxiques, qui n'ont rien à faire dans votre assurance vie ou dans vos plans d'épargne retraite. Mais l'État et Bruno Le Maire, dans la loi industrie verte, ont décidé que il fallait vous mettre ça dans les pattes. Alors il y a des parades, il faut revenir en gestion libre ou revenir en gestion pilotée prudente. Mais si vous voulez, si on n'y prend pas garde, eh bien effectivement, ce découpage du risque pour le diluer, comme ça rappelle la crise des subprimes, eh bien, dans notre style, on est vraiment effectivement dans ce monde du salami, du nudge et du curiaçage. Tout à fait. Et puis je voulais finir là-dessus. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que tout cela est souvent fait au nom de bons sentiments, pour culpabiliser si on ne le fait pas. Tout à fait. Ça aussi, c'est tout à fait. C'est une nouveauté peut-être dans ce vocabulaire-là. Non, c'est pas une nouveauté dans ce vocabulaire, parce que de tout temps, les régimes qui voulaient faire passer des choses fortes le faisaient au nom de bons sentiments. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Le XXe siècle, malheureusement, est rempli de bons sentiments, mais quand on fait le bilan des différents totalitarismes, mais Tocqueville avait prédit ce totalitarisme doux, qui passe de nos jours en partie par la technique, par les nouveaux médias, qui ont du bon évidemment, mais le crédit social chinois qu'on évoque s'assoit quand même en grande partie sur les nouvelles technologies, sur une monnaie numérique et effectivement sur ce totalitarisme numérique. Mais je voudrais quand même que nos auditeurs voient un peu et quelques motifs d'espérance. On voit quand même que à différents endroits de la planète, y compris en Europe, un certain nombre de projets. On voit que la monnaie numérique est en train de se prendre les pieds, comme on pouvait s'y attendre dans le tapis des banques commerciales. On rappelle que la monnaie numérique, c'est un compte que nous aurions à la Banque Centrale Européenne, et dont la Banque Centrale Européenne pourrait d'un clic décider ce qu'on aurait le droit d'en faire ou non. Et là, les banques commerciales elles sont en train de se rendre compte que c'est leur retirer le quasi-monopole de création de la monnaie à travers les crédits. Donc là, ça remue beaucoup dans les banques commerciales, les banques où vous avez votre compte courant et vos livrets d'épargne. Et on peut raisonnablement penser que la monnaie numérique ne verra pas le jour. La tentative de supprimer le cash en Suisse ou en Suède, c'est fini par exemple. Donc il y a quand même des motifs qui d'espérance, et puis la lente maturation que j'évoquais tout à l'heure. J'en vois quand même tous les jours les signes. Je vois tous les jours les signes de sa progression. Merci
Florent Limachabert, c'était passionnant. Merci d'avoir fait ce tour d'horizon de l'actualité économique avec nous. Vous êtes le fondateur de Samary et compagnie. On peut retrouver sur Internet cet institut, ce cercle de réflexion sur les problèmes économiques. Vous êtes économiste, directeur de mémoire à l'EDEC et intervenant dans de nombreux médias. Merci. Florent Limachabert était mon invité. À bientôt. Merci beaucoup.